Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Watt FM et True TV. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e audience de la semaine pour cette émission sur la table des juges. Aujourd'hui, les questions de citoyenneté responsable et du statut des chefs traditionnels à l'aune du dialogue intergénérationnel. Nous en parlons avec un invité de choix. Il s'agit de Albert Ouedraogo. Il est professeur titulaire de littérature orale et en même temps secrétaire général de l'association Racine. Bonjour et merci d'avoir accepté notre convocation. Bonjour et merci de m'avoir invité. En face de vous, 2 juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour décrypter cette actualité nationale. Bonjour juge Vara, Geoffroy Vara. Bonjour président, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à juge Inoussa Ouedraogo. Président, bonjour. Bonjour juge Vara, auditeurs, téléspectatrices, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à cette 4e audience de la semaine du tribunal de l'actualité qui s'ouvre comme d'habitude avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, nous commençons donc par vous, Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Ce matin, je voudrais parler du piratage des journaux. Ça devient un phénomène grandissant dans notre pays et ça peine malheureusement beaucoup d'entreprises de presse parce que c'est une denrée que les journaux vendent pour pouvoir survivre, pour ne même pas dire pour ne pas disparaître. Et malheureusement, il y a des lecteurs qui, une fois qu'ils ont acheté le journal, le scannent et puis le distribuent dans tous les groupes WhatsApp sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Et ça fait que les journaux ne s'achètent plus. Et malheureusement, ça contribue à tirer vers le bas un certain nombre de médias. Déjà que l'assiette publicitaire est très maigre au niveau du Burkina, déjà que nous avons très peu de lecteurs de journaux. Quand on scanne comme ça ces journaux-là et qu'on les distribue, ça ne s'achète plus. Et du coup, je voudrais ici interpeller une fois de plus les lecteurs, ceux qui achètent les journaux. Peut-être qu'ils pensent qu'ils font œuvre utile en distribuant pour que le maximum de personnes puissent avoir l'information, mais en même temps, ils contribuent sans le savoir à tuer des entreprises de presse. Et ce matin, donc, je voudrais les interpeller sur la nécessité non seulement d'acheter les journaux, mais surtout d'éviter de les partager une fois qu'on les a achetés, parce que ça contribue à tuer malheureusement des entreprises, donc à faire taire des journalistes, donc à faire reculer les espaces de liberté dans notre pays et donc à tuer la démocratie. Et ce n'est pas ce que veulent certainement ces lecteurs-là. Donc ils sont ici interpellés. Une belle interpellation, surtout en ces temps de vaches maigres où la situation dans les médias est assez critique, difficile. Il va falloir donc faire attention à tout cela. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Merci Président. Mon avant-propos concerne la Guinée avec le procès qui se poursuit, le procès du 28 septembre. Et il y a quelqu'un qui là-bas fait beaucoup parler de lui, Toumba, aide de camp d'Addis Camara, avec beaucoup d'éléments qu'il donne sur ce que beaucoup de Guinéens ne savaient pas. Et puis, quelquefois, ça fait froid dans le dos. Nous qui regardons ça de loin et qui écoutons les choses, on se demande, mais où là, comment une armée peut être ainsi, réfléchir ainsi, comment dans une armée on peut trouver des personnes qui peuvent se comporter de certaines façons. Et ça dénote de certaines réalités que nous-mêmes ne pouvons imaginer. Et lorsqu'il est questionné même sur la question du coup d'État, le crime que cela peut représenter, quand vous l'écoutez, bon, on n'est pas dans le même monde. Et quand il parle de Dadis, qui ne s'est pas levé un matin pour dire qu'il va tenter son coup, mais pendant qu'il y avait un président, il s'est réveillé chaque matin et se posait la question, comment je fais pour y arriver un jour? Et il n'y a pas que ça, c'est qu'il distribue de l'argent à chaque fois. Mais où il enlève l'argent? C'est une question qui depuis ne revient pas et tout.
Mais je veux dire qu'il y a dans les révélations qui sont faites par Toumba et ces différents témoignages, des choses qui sont ramenées à notre face, qui dénotent que quelquefois on a des... Parce que l'armée c'est une institution aussi. On a des institutions qui sont loin d'être ce qu'on pense, droite, bien régie, structurée, avec la discipline qu'on devrait, on devrait penser. Et encore que même ceux qui la composent et qui arrivent quelquefois même à des niveaux de responsabilité ne sont pas ce qu'on pense. Et vraiment, ce procès-là nous envoie beaucoup de choses à la figure. Et moi, je me passionne des fois à écouter. Et quelquefois, je tombe de ma chaise. Et je me demande, est-ce que partout c'est comme ça? Est-ce que dans nos armées aussi, il y a ces relents-là, peut-être pas exprimés de la même façon? Est-ce qu'il y a cette façon de voir les choses-là? J'ai dit, si c'est ça, on n'est pas encore sorti de l'ornière. Si c'est comme ça que dans nos armées, quelquefois, on réfléchit ou qu'on pense des choses, il y a beaucoup de boulot à faire sur notre continent. Et c'est un procès qui est intéressant en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées sur comment est-ce que Dadis vient, comment est-ce qu'ils ont géré le pouvoir. Et ces militaires-là même que les Guinéens connaissent, qu'est-ce qu'ils avaient vraiment dans la tête et comment ils se comportaient. C'est très édifiant. Édifiant ce procès, de toute façon c'est un procès historique, on l'avait déjà dit, et c'est un procès qui doit nous apprendre aussi sur nous-mêmes. Intéressant de suivre et de voir au bout si les victimes de ce drame humain qui s'est joué le 28 septembre 2009 à Conakry, au stade du 28 septembre à Conakry, si ces victimes-là seront enfin récompensées de leurs efforts pour la vérité et pour la justice. Le tribunal de l'actualité, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des événements marquants d'ici et d'ailleurs sur la télévision interactive Truth TV, mais aussi en simultané sur la radio 100% urbaine 100.7 c'est Watt FM. Nous évoquons aujourd'hui la citoyenneté responsable et le statut des chefs traditionnels avec Albert Ouedraogo, professeur titulaire de littérature orale et secrétaire général de l'association Racine. Créée en février 2015, cette association vise notamment, il faut le souligner, à promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles, réunit des chefs traditionnels, des professeurs d'université et des chercheurs préoccupés par la question des traditions orales. Avant d'arriver au sujet enrôlé aujourd'hui, voici la fenêtre des généralités. Juge Inoussa Ouedraogo, vous avez sans doute des questions d'actualité, de généralité pour notre convoqué du jour. Oui, merci Président. Effectivement, on sait que notre convoqué du jour, le professeur Albert Ouedraogo, a été plusieurs fois très critique vis-à-vis donc de la gestion de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que finalement sa chute vous a surpris, professeur? Oui et non, dans la mesure où vers la fin on sentait quand même un essoufflement du régime. Les causes qui ont provoqué la chute des autres régimes étaient en train d'être vécues, à savoir la limitation de l'expression populaire, les violences plus ou moins téléguidées, des gens de l'Assemblée qui devenaient des gros bras, les propos discourtois, les bévues et les bavures au niveau même du summum de l'État étaient devenus légion et quelque part, à un moment donné, sincèrement, j'avais un peu mal parce que j'avais très peu eu l'occasion d'assister à une gouvernance aussi chaotique sur le plan intellectuel et sur le plan je ne parle pas de la corruption parce que de ce côté-là quand même les choses étaient un peu revenues dans l'ordre par rapport au régime du MPP vers la fin, mais vraiment il y avait encore beaucoup de choses à redire et on sentait une volonté de restaurer l'ordre ancien et une volonté d'aller à une réconciliation au forceps sans tenir compte de la manière et de la bonne manière. Donc vraiment c'était un peu tiré par les cheveux. Oui, en clair, ce coup d'État vous a-t-il surpris, oui ou non? Applaudissez-vous le départ? Je ne peux jamais applaudir un coup d'État parce qu'en tant que démocrate, un coup d'État c'est toujours l'aveu d'un échec.
Surpris, oui, parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux de l'armée qui pourraient, oui, pour un non, peuvent faire leur coup d'État. Mais oui, ça m'a un peu surpris. Et comme tous les coups d'État, ça m'a toujours surpris, même si quelque part, il y a des éléments qui prédestinent un peu à ce type d'issue malheureuse. Juge Darbo, satisfait? Vous regrettez ou non de n'avoir pas été entendu, parce que à plusieurs reprises on vous a vu sur des plateaux, même sur ce plateau-là, interpellé. J'imagine que vous le faites en espérant que ceux qui dirigent vous entendent. Absolument. Est-ce que vous avez des regrets sur ce plan-là? Oui, ça c'est un peu mon regret. C'est-à-dire on a l'impression de prêcher dans le désert. Et un peu comme dans les films westerns, on dit le chien aboie, la caravane passe. Mais quelquefois le chien aboie et la caravane passe pas. Oui, sans que le chien ne vous morde, mais la caravane peut être enrayée par quelque part par les mauvais états de la route ou bien la mauvaise capacité de conduite du guide. Donc effectivement, c'est notre rôle en tant qu'enseignant. Nous pensons, puis aussi en tant qu'aînés, nous pensons que notre rôle aussi est d'attirer l'attention et de dire un peu comment éviter les dérives. Mais malheureusement, comme le pouvoir a cette capacité d'ivresse qui fait que quand on est au pouvoir, on peut penser que tous les autres ont tort, ou bien tous les autres sont des aigris, ou bien tous les autres sont des jaloux. On pense qu'on peut faire à sa guise. C'est seulement quand on l'a perdu qu'on s'est dit merde, je ne suis qu'un simple mortel comme les autres. Et je n'ai pas forcément plus de mérite que les autres, donc j'aurais pu quand même les écouter. Mais souvent c'est trop tard. On a souvent difficilement cette capacité d'écoute. Hein. On entend les gens, mais on ne les écoute pas et on va rarement, on suit rarement les conseils qu'ils nous donnent. Oui, juge Geoffroy Vara. C'est vrai qu'il nous a rappelé tout à l'heure que vous aviez un regard en tout cas très critique du temps de Damiba sur la façon dont les choses étaient menées. Aujourd'hui, on est à une autre ère. On a eu un Premier ministre. Sankaris Bonté, en tout cas, le revendique. On a la composition du gouvernement. Je sais qu'ils seront tous installés d'ici demain. Et puis, il y a déjà, depuis hier, commencé certaines contestations de nomination, avec chacun amenant comment dire cela, ses explications. Parmi les plus visés, je pense qu'il y a le ministre du Commerce, je crois. Il y a, dans une certaine mesure aussi, celle des Affaires étrangères. Des infrastructures aussi. Aujourd'hui, quel est votre regard global sur l'équipe? Quoi qu'on dise, ça importe dans le processus de là où on va. Oui, le véritable reproche que je faisais au régime de Damiba, c'était son manque d'inclusivité surtout. Depuis le départ, on a senti que ce régime-là penchait pour un cas et travaillait à mettre de côté systématiquement ceux qui ne semblaient pas être de son bord. Parce qu'au départ, on ne pensait même pas qu'il avait un bord. Mais comme il a choisi d'avoir un bord, donc du coup, tous les autres là sont devenus un peu ses adversaires. Donc certaines OSC, telles que les nôtres, n'étaient pas conviées. Et étaient même mises de côté, étaient même évitées. On ne peut pas construire un État avec cette façon de faire. Par contre, le MPSR2 a essayé d'être dans l'inclusion, même si c'est à minima. On a donné quelques petites places pour que la plupart des OSC qui avaient été mis de côté puissent venir au forum. C'est déjà pas mal. Et mon seul regret, c'est que on ait supprimé le ministère chargé des affaires coutumières et la chefferie. Et ça, vous le comprendrez bien, que j'ai trouvé que c'était une grande première en Afrique et que malheureusement, on n'ait pas pu vendanger cette première-là. Sincèrement, ça me fait un pincement au cœur. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que tous les chantiers qui avaient été débroussaillés, qu'est-ce qu'on en fait? J'avais fondé un peu beaucoup d'espoir sur cette affaire. Ensuite, que le gouvernement ait été un peu resserré, pourquoi pas, si vraiment c'est l'efficacité on veut. Simplement, par rapport à la cohérence gouvernementale, j'ai quelques appréhensions.
Okay. Parce que quand je vois, je n'ai pas de problème particulier par rapport à la capacité intrinsèque et aux compétences des individus, mais c'est une question d'équipe, un gouvernement. Et quand un gouvernement manque de cohésion, cela peut poser problème. C'est parce qu'après le chef de l'État qui vraiment veut se consacrer à la sécurité, il y a que le Premier ministre doit être le maître d'œuvre de cette cuisine interne. Or, il se trouve que le Premier ministre a eu déjà des différends avec certains de ses ministres et pas des moindres. Je prends par exemple le cas de Bassolma. Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique. Pour qui je n'ai aucun reproche particulier. Mais il se trouve que le Premier ministre a eu des propos, je ne sais pas, malheureux ou en tout cas très critiques vis-à-vis de son ministre d'État. Comment concilier cela? Est-ce que le ministre d'État est son choix? Ce qui m'étonnerait. Et s'il lui a été imposé, comment il dirige la barque dans ces conditions? Donc ceci constitue pour moi un premier couac qu'il faut rapidement régler. Et j'ai regardé pendant les photos, mais je n'ai pas vu Bassolma souriant. Parce que quand même, c'est pas quelqu'un qui est toujours austère. Il y a des moments où il esquisse des sourires, mais je n'ai vu aucun sourire sur son visage pendant toute la cérémonie. Et puis bon, on vient d'avoir le problème aussi du ministre chargé du commerce qui semblerait aurait des casseroles à traîner. Donc pour un premier gouvernement, ça pose problème et il faut rapidement recadrer le tir avant que les choses ne dérapent. Oui, ce sont mes premières inquiétudes. C'est vrai que le ministère qui a disparu, qui pour vous était quand même un bon choix. Des affaires coutumières et religieuses. Est-ce que, bon, les autres ont fait, tout le monde a fait les 8 mois, hein, on dira comme ça. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas parce que les Burkinabés l'ont pas senti? C'est vrai que ça a disparu aussi vite que les autres, mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne l'a pas senti qu'en définitive, bon, c'est pas resté? Même si dedans, il y avait beaucoup à... Vous savez, moi je pense que le ministre a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire en si peu de temps. D'accord. Parce qu'une affaire comme la chefferie, qui est aussi vieille que notre histoire, on ne la fait pas bouger du jour au lendemain. Il y a tout un procédé et toute une approche à avoir pour d'abord rassurer les chefs. Vous savez, on dit chat échaudé craint l'eau froide. La chefferie du Burkina est passée par 1001 vicissitudes depuis les indépendances, en passant par la révolution jusqu'à nos jours. La chefferie a dû avaler des couleuvres et a vu des vertes et des pas mûres. À telle enseigne qu'elle est très méfiante vis-à-vis de toute approche de la part de la gouvernance moderne. Mais il faut prendre le temps de les rassurer pour leur dire que on ne leur tend pas un piège. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du tact, il faut de la manière, il faut de la diplomatie. Alors je pense que le ministre était dans cette dynamique et nous pensions que c'est quelque chose qu'il faut construire au fur et à mesure des gouvernements. Ce n'est pas en un seul gouvernement, de mon point de vue, qu'on pourrait régler cette question. Oui, Ouédraogo, vous vouliez dire quelque chose très rapidement pour qu'on passe... C'était toujours dans ce sens-là. On a vu quand même que ce ministre en charge des cultes-là avait été critiqué sur un certain nombre de questions, notamment sur la question de la mosquée. Est-ce que ce n'était pas une question suffisamment sensible, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, où le vivre ensemble est déjà mis à mal? Est-ce que ces questions-là ne peuvent pas être réglées déjà dans d'autres cas
cadres, notamment au ministère en charge de l'administration du territoire, plutôt que de créer exclusivement un ministère en charge des cultes, quand on sait que très souvent c'est des questions assez personnelles, même si c'est important. Il y en a qui pensent, pour compléter, qu'il fallait juste créer une direction ou un secrétariat d'État par rapport à ces questions qui dépendrait par exemple donc, du ministère de l'administration territoriale. Très rapidement pour qu'on passe. Mais vous savez que depuis les indépendances, les ministères se sont succédés et la question coutumière et la question religieuse ont toujours existé, mais ont toujours été minorées. J'ai cru qu'avec ce gouvernement, il était question de focaliser sur cette réalité de notre terroir afin qu'on puisse lui trouver des solutions pérennes. C'est ce que j'ai cru. Et chaque fois qu'on les laisse comme une question subsidiaire, ça passe dans les trappes des préoccupations des gouvernements. Ce n'est pas une question nodale. Or, comme on l'a vu avec la chefferie, si on ne s'occupe pas de la question de la chefferie va s'imposer un jour à nous de façon violente. Aujourd'hui, c'est un peu le cas qu'on vit à Fada. Lorsqu'on fait les rassemblements, on n'invite aucun roi de Fada. Cette sensibilité, alors que Dieu sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui à l'Est, mais quand il y a des regroupements de rois, on les invite pas. Parce qu'il y a une... Parce qu'il y a une bicéphalie. Oui, c'est ça. Donc, et si on continue, ce qui s'est passé à Fada va se passer à Tenkorogo, va se passer à Ouaga, va se passer à Wayugia. C'est ce qu'on veut. Je dis non. Légiférons rapidement. Stabilisons pour une fois cette institution et ayons recours à elle de façon positive, non pas simplement quand il y a le feu à la maison, on couche le Moro Naba pour voir comment éteindre l'incendie, mais on peut en faire une institution de la République, comme cela s'est fait d'ailleurs dans les autres pays. Et comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, voilà, ces pays-là ne sont pas pour autant. Tout à fait. Donc je me dis, c'était vraiment une bonne occasion de pouvoir, une fois, créer les conditions du statut de la chefferie, afin que ce qu'on déplore tout le temps, les chefs se mêlent de la politique. Mais les chefs ne se mêlent pas de la politique. Les chefs sont dans la politique. L'essence de la chefferie, c'est la politique. Simplement, on ne voudrait pas que les chefs fassent de la politique partisane. Sinon, un chef qui ne s'occupe pas de la politique, mais je me demande à quoi il sert. Mais il devrait faire de la politique citoyenne. Alors, on va revenir sur cet aspect des choses en évoquant donc ce statut des chefs traditionnels et cette politique citoyenne qui vous tient tant à cœur. Le ministère de la Justice a organisé le 25 octobre dernier, dans le cadre de la 19e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, donc un dialogue intergénérationnel en vue d'amener la population à s'approprier les valeurs cardinales burkinabais et de permettre aux participants de proposer des solutions aux problèmes qui minent la société. Vous avez participé donc à ce dialogue interrégional, en 2 mots, intergénérationnel. En 2 mots, qu'en est-il ressorti en 2 mots? Oui, nous étions à peu près 5 panélistes. Il était surtout question d'établir un dialogue en situation de crise et de terrorisme tel que nous vivons. Comment créer le dialogue entre les différentes générations, et ça dans le cadre de la sécurité pour tous. Et parole nous a été donnée chacun d'exposer un peu comment il voyait un peu le dialogue intergénérationnel dans un exposé de 5-10 minutes. Après, la parole a été donnée au public où il y avait presque toutes les composantes de la société qui étaient là. Et rapidement, il est ressorti que pour la jeune génération,
nous sommes responsables de tous les maux d'Israël et que si la société va très mal, c'est parce que quelque part les anciens ont démérité, il y a eu de la corruption, de la gabégie, du népotisme, autant de choses qui font qu'aujourd'hui la génération se trouve dans une impasse. Et donc rapidement les choses ont eu besoin d'être recadrées pour dire que la question de la probité et de la bonne gouvernance n'est pas une question de génération. On a des jeunes qui sont complètement cons, comme on a des jeunes, des vieux qui sont aussi complètement cons, excusez-moi du terme, mais on a aussi des jeunes qui sont complètement éclairés, conscients, tout comme dans l'ancienne génération, on a aussi ces personnes de bonnes graines qui souvent on ne voit pas trop, mais qui sont intègres. Donc il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur des âges donnés, mais c'est une question d'individu et puis c'est une question de conviction. Et puis bon, avant de juger, il est peut-être bon aussi de tenir compte des contextes. Je leur ai dit que souvent dans mes amphis, quand j'entends mes étudiants dire que nous sommes une génération sacrifiée, j'ai dit waouh, bravo, vous êtes une génération sacrifiée, je vais bien, mais que diraient vos ancêtres qui étaient là pendant la traite négrière? Et ils étaient quelle génération? Si vous, aujourd'hui, vous êtes des générations sacrifiées, eux, pendant la traite négrière, où on les chassait comme des lapins pour attraper et aller vendre, là, et c'était quel type de génération? J'ai dit, bon, il faut que chaque génération mène le combat de sa génération. Soyez les meilleurs de votre génération, menez les meilleurs combats de votre génération, et vous aurez fait œuvre utile. Donc c'était très intéressant comme échange, puisque chaque génération a été mise devant son fait, oui, entre responsabilité et déresponsabilité, je dirais. Et nous savons dans vous. Merci professeur. En fait, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vous nous enseignez très souvent que au lieu de regarder là où on est tombé, il faut regarder là où on a trébuché. C'est à partir d'où qu'on a trébuché. Parce que cette guéguerre entre personnes âgées, je dirais ça comme ça, et les plus jeunes, ne s'explique pas quand on sait qu'habituellement dans nos familles, quand même, il y a que chaque enfant, chaque jeune a un père, a un grand-père. Pourquoi subitement notre société s'est désagrégée de cette façon-là, de sorte à ce que les jeunes voient en leur père leur malheur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Waouh, ça c'est une bonne question. Et chaque fois qu'on cherche à trouver là où on a trébuché, on risque de trébucher encore. Parce que quand je regarde le cours de l'histoire de Burkina, le virage a été pris à la révolution. La révolution, c'est un moment fantastique où il y a du bon, du très bon, du très bon et du moins bon, et quelquefois même du très mauvais. Malheureusement, c'est tout ça qui constitue la révolution. La révolution a travaillé à dire tout ce qui sort de l'idée de l'homme est réalisable par l'homme. Et on a mis en avant la jeunesse. Fer de lance, la jeunesse qui doit tout entreprendre, la jeunesse qui doit changer, la jeunesse qui doit combattre les mentalités rétrogrades, arriérées. On a même eu des slogans où les enfants pouvaient insulter leurs parents. Du coup, ces genres d'éléments qui auraient pu tomber en désuétude, malheureusement, se sont imprimés, où on a vu des moins gradés en imposer aux plus gradés. On a assisté à une sorte d'inversion des valeurs. Donc, ceux qui étaient, et même on a vu dans l'éducation, on a dit on n'a pas besoin d'être formé pour être instituteur. On a vu qu'on a chassé des instituteurs qui ont voulu faire la grève. Et cela a apporté une sorte d'inversion des valeurs dans la société. Et moi, je pense que quelque part, les graines qu'on a semées, les mauvaises graines qu'on a semées pendant la Révolution, nous rattrapent. Nous rattrapent au point que, quand on regarde par la suite aussi ce que certains aînés ont fait comme abus de leur posture dominante
a fini aussi par révolter les moins nantis, les délaissés. Quand on voit toute la corruption révélée, mais non sanctionnée. Et quand on voit les décorations, les tapis qu'on déroule à ceux qui auraient dû être en prison, ça fait que désormais, les valeurs que vous prônez ne sont plus de mise. Parce que on n'est plus dans une société où il s'agit de dire faites ce que j'ai dit, mais les gens sont en train de dire de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc je pense que quelque part, les torts sont partagés. Mais l'impunité par rapport à certains délits de la société de la part des gouvernants est cause des dérives souvent des jeunes. Et beaucoup de jeunes et de moins jeunes se disent mais un tel a détourné, on ne lui a rien fait, bien au contraire, on l'a même promu. Donc les autres estiment que c'est la seule façon de réussir. Et comme l'argent est devenu le maître du monde, on pense que toutes les manières de recevoir l'argent et d'avoir de l'argent sont forcément des choses à valoriser. Okay. Et comment on se relève de cette situation? Dans la violence. Je suis au regret de le dire, mais c'est un peu comme lorsque vous avez une grosse blessure, il ne faut pas avoir peur de mettre de l'alcool iodé, il ne faut pas avoir peur de faire à la limite une sorte de cautériser. Voilà, de cautériser si cela s'impose. Parce que tel que la société est partie, il y a des dossiers pour lesquels, tant qu'on n'aura pas des juges à la hauteur des défis qui vont rendre justice, chacun va se dire mais pourquoi on commence par moi? Pourquoi on n'arrête pas à partir de moi et puis maintenant on va juger les autres? Et les autres vont dire mais comment lui s'est enrichi? Comment lui il a eu ses biens? Comment est-ce que ses enfants sont dans les meilleures écoles et pas les nôtres? Donc j'ai dit quelque part, Bado avait fait la suggestion, on ne l'a pas suivi. Vous parlez là de Laurent Bado, oui. Mais le délit d'apparence. Parce que la richesse mal acquise, c'est un peu comme une grossesse. Elle pousse. Et quand vous voyez une grossesse de 9 mois, en principe, vous ne devez pas vous tromper que c'est une grossesse et non pas un mot de vente. Donc, l'excroissance. Donc, à partir de ce moment-là, on peut simplement demander, comme on fait en Europe, justifier un peu votre avoir. Tout simplement. Si vous justifiez, vous êtes blanchi. Mais si vous ne justifiez pas, c'est que c'est de l'argent sale. Et c'est ça que vous appelez résoudre dans la violence? Ah oui, parce que ce serait une violence par rapport à la situation financière. Et puis il y a certaines personnes pour lesquelles c'est pas simplement enlever leur bien matériel, mais quelquefois ils peuvent perdre aussi leur liberté au regard de ce qu'ils ont posé comme crime par le passé. Je rappelle que vous suivez le tribunal de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui le professeur Albert Ouedraogo, c'est Truth TV, mais vous nous suivez également en direct sur Radio Watt FM. Juge Geoffroy Baha. Je voulais venir sur notre point, mais je voulais un petit commentaire, mais ça va permettre aussi au professeur de réagir sur la question générationnelle et tout. Il y a que quand on regarde le 5e recensement qui nous a été donné en termes de chiffres, le recensement général de la population, voilà, RGPH donnait à plus de 70% les moins de 35 ans au Burkina. Je pense aussi que à regarder leurs conditions, quelquefois, on peut comprendre qu'ils en veulent à ceux qui devaient les mettre dans de meilleures conditions. La situation dans laquelle ils sont. Et quand on regarde, nos universités sont symptomatiques de cette réalité-là, où les conditions d'apprentissage se dégradent, où les plus jeunes ont entendu parler des conditions dans lesquelles leurs aînés étaient dans l'apprentissage, dans lesquelles les professeurs eux-mêmes étaient eux, et parce qu'ils en parlent, et celles dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et quand ils disent, et quand ils réfléchissent, mais à qui la faute, ils se disent, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait
pour ne pas qu'on soit dans de meilleures conditions. Quelquefois, c'est un peu ce procès-là qu'ils font. Peut-être qu'ils le posent mal. Peut-être qu'ils le posent mal. Et ils doivent aussi s'assumer parce que chacun vit sa génération. Mais est-ce que ça ne peut pas se comprendre? Ça se comprend. Je fais partie de ceux, il n'y a pas longtemps, lors de l'ouverture de l'université Thomas Sankara, on m'a demandé de faire la leçon inaugurale. Mais quand j'ai fini ma leçon inaugurale, ça n'a pas plu au ministre qui a pris la parole publiquement et qui dit qu'il a eu l'impression d'entendre seulement Bazier qui parlait. Parce que j'ai dit, les conditions d'études de nos étudiants aujourd'hui sont déplorables. Quand je vois que des étudiants dorment dans les amphis, quand je vois que les bicyclettes sont les plus nombreuses aujourd'hui sur le campus par rapport à notre temps, quand je vois les non-boursiers sont majoritaires, on n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour comprendre que la situation de l'étudiant s'est dégradée. Mais la situation est complexe. Mais quand je dis c'est complexe, ça ne veut pas dire que je lave chacun de ses responsabilités. Vous prenez le Burkina tel qu'il est, pays arriéré, enclavé, aux ressources limitées, nous disait-on. Si en plus de cela, la gouvernance n'est pas vertueuse et que beaucoup de gens préfèrent, beaucoup de gens, c'est toujours une minorité, aux affaires qui consistent à emmagasiner à travers la corruption, cela impacte négativement sur la capacité de redistribution. Mais il y a des phénomènes beaucoup plus graves. À qui profite la richesse du Burkina aujourd'hui? Aujourd'hui, le Burkina est un scandale géologique. À qui profite l'or du Burkina? En principe, si tout cet or-là, c'était nous qui l'utilisions, qui le valorisions, qui l'exploitons, les universités devaient être gratuites. Les soins devaient être gratuits. Mais cet ordre mondial dans lequel nous sommes soumis et dans lequel certains tirent quelques petits profits va à l'encontre de la majorité. Et tant que cet ordre mondial, nous ne l'inversons pas, tous les combats que nous menons sont des combats de seconde zone. Le véritable combat, c'est de nous approprier nos propres richesses afin de pouvoir assurer la redistribution. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est loin aujourd'hui d'être le cas. Et ce n'est pas en cette période de grand terrorisme qu'on nous impose qui va nous permettre de mettre la main sur nos propres richesses. Tant que nous n'allons pas prendre conscience que le vrai combat là, c'est là-bas, nous serons toujours, je dirais, les marionnettes de l'histoire. D'accord, je voulais aussi, j'ai dit que j'avais plutôt une autre question, mais je m'étais permis un commentaire sur lequel je voulais que le professeur réagisse, mais cette fois-ci c'est ma question. Il y a ce que vous avez abordé en termes de thématique, l'expression du patriotisme dans le contexte sécuritaire actuel, moteur de résilience des populations. C'est tellement d'actualité. Voilà que il y a le besoin exprimé par la patrie de 50 000 VDP. Je pense qu'il y a 15 000 au niveau national, 35 000 au niveau, au niveau local. Mais dans votre propos, vous dites à un moment donné que les jeunes, ils doivent s'approprier cette guerre. L'expression du patriotisme aujourd'hui, cette jeunesse-là, est-ce que vous pensez qu'elle a arrimé à la réalité d'aujourd'hui et aux besoins du Burkina, où on se mobilise pour demander que l'autre vienne faire la guerre à notre place? Est-ce que ce patriotisme-là, vous le sentez arrimé aux besoins du moment? Est-ce que vous sentez cette jeunesse qui s'est appropriée de cette guerre? Oui et non, parce que il n'existe pas une seule jeunesse au Burkina. Il existe une pluralité de jeunesse. Vous avez la jeunesse de certaines OSC
vous avez les jeunesses de certains partis politiques, vous avez la jeunesse urbaine, vous avez la jeunesse rurale, jeunesse du secteur informel, du secteur formel, etc., 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 de la diaspora. Ce dont vous parlez, il s'agit d'une certaine jeunesse. Je ne peux pas dire qu'il s'agit de toute la jeunesse. Mais elle a quand même une certaine influence. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les VDP, dans nos communes rurales, qui ne parlent pas d'aller chercher le soutien. Vous prenez le cas de Yoro, le regretté, paix à son âme. Il n'avait pas besoin qu'un certain drapeau vienne l'aider. Et je crois que cela participe toujours de notre dépendance. La dépendance des aînés, là, c'est cette dépendance. On est en train de vouloir quitter un maître pour aller vers un autre maître. Non. Mais en réalité, il nous appartient aujourd'hui de dire, et j'entends de plus en plus ce discours et ça me réjouit, la libération du Burkina vis-à-vis du terrorisme se fera par les Burkinabés et par personne d'autre. Et c'est pourquoi la dissolution de notre ministère de chargé de la chefferie et des coutumes là me fait mal. Parce que moi je voyais à un moment donné comment on allait actionner les chefferies traditionnelles et coutumières pour que cette affaire-là devienne une affaire de la base. Et qu'on donne instruction pour que dans les hameaux, dans les villages, dans les cantons, dans les anciens royaumes, on sonne le clairon. En Morée, on dit on frappe le kunga. Quand on frappe le kunga, ça veut dire mobilisation pour la guerre. Ce que la révolution a appelé la guerre populaire généralisée. On n'était pas loin de pouvoir arriver à cela. Parce que c'est la seule façon pour moi de sortir de cette affaire. Parce que les terroristes nous prennent comme des moutons. On tue 3, les autres regardent. On tue 10, les autres regardent. Mobilisez-vous tous. Et vous allez voir que les félins vont fuir. Quand les buffles se rassemblent et font face, le lion fuit. Mais quand chaque buffle fuit, il devient une proie. Donc il faut que nous cessions d'être des proies et que quelque part nous devenions des prédateurs contre les terroristes. C'est la seule façon de faire. Et donc, les jeunes sont capables de cette mobilisation. Mais il y a un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous demandez aux gens des efforts de guerre, ils regardent, mais cet effort-là va profiter à qui? Et ceux qui demandent l'effort de guerre, cela nous a été posé à la question. Ceux qui demandent l'effort de guerre, là, les enfants sont où? Est-ce que ces enfants-là vont continuer à être dans les grandes écoles à l'extérieur et puis les enfants des Lumpen vont se faire tuer ici? Ou bien c'est une obligation pour que chacun contribue? Moi je leur ai dit que de mon point de vue ça doit être comme l'impôt de capitation. Chacun contribue ou bien vous quittez le Burkina. Si on veut sauver ce pays-là, il ne doit pas avoir d'exception. Et on a vu pendant la deuxième guerre mondiale, quand il s'agissait d'avoir des soldats, mais on a vu même le Moro n'a pas donné son frère pour aller combattre, pour montrer l'exemple. Donc nous sommes à ça maintenant. L'exemple doit venir de là-haut, afin que chacun se sente concerné par ce qui est en train d'arriver, parce que c'est l'avenir du Burkina qui est en question, en jeu. Il n'est plus question de faveur, il n'est plus question de classe, il n'est plus question de rang. Oui, mais rapidement, professeur Albert Ouedraogo, est-ce que sans ce ministère qui a disparu de la nomenclature actuelle, de la nomenclature gouvernementale actuelle, on ne peut tout de même pas aller à cette union sacrée que vous prônez? Pourquoi vous faites le lien entre l'existence de ce ministère et donc cette mobilisation générale à la riposte, cette mobilisation générale contre l'impunité, cette mobilisation générale contre la corruption, la malgouvernance, et qui est donc preuve de patriotisme? Parce que pour moi, les chefferies, les obédiences religieuses constituent une entité majeure. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont orphelines. Qui les prend en charge dans la nouvelle
configuration gouvernementale, qui en priorité? C'est une question que je me pose. Qui les prend en charge aujourd'hui? Les obédiences religieuses et les obédiences traditionnelles et coutumières. Qui s'en occupe comme étant la prunelle de ses yeux aujourd'hui dans ce régime qui a encore à peu près 10 à 11 mois? Qui va en faire sa tasse de thé? Qui pense à ça chaque fois qu'il se rase le matin? Moi, je ne vois pas encore quel est le ministre qui, en fonction de toutes ces préoccupations-là, pense que ça qui considère sa priorité. Or, je ne suis pas convaincu que nous pouvons sortir de l'ornière si cette mobilisation généralisée n'est pas faite. On peut me dire que le ministère de la Défense et de la Sécurité peut s'en occuper d'une certaine manière, mais vous voyez un peu la cassure qu'il y a entre nous et puis eux. Entre nous et puis les forces de défense et de sécurité. Ça ne date pas d'hier. Quels que soient les discours qu'on fait, au détour d'un on va voir des bidasses qui vont taper des civils. Et puis on remet tout en cause. Quel que soit, il y a comme un réflexe chez les soldats qui pensent qu'ils sont supérieurs aux civils. Et il faut régler tout cela. Il faut régler tout ça. Oui, juge Moussa Rago. Oui, justement, à écouter le professeur, c'est à croire que les chefferies ne peuvent pas s'organiser d'elles-mêmes et prendre en main, comme on dit, leur destin. Parce qu'on a souvent vu quand même ces chefs s'organiser, se retrouver, discuter d'un certain nombre de problèmes lorsque le pays est en danger. Pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'autodéterminer et à le faire? Parce que rien ne les empêche, par exemple, de lancer cet appel à la mobilisation générale. On l'a vu au stade municipal il y a 2-3 ans, même si ce n'était pas tous, les chefs traditionnels se sont retrouvés, ont lancé un appel. Récemment encore, on a vu le Moro Naba avec d'autres chefs coutumiers appeler au vivre ensemble à la mobilisation générale pour combattre l'hydre. Est-ce que finalement leur discours est entendu au sein des masses? Le discours est entendu. Mais je reviens à votre question. Les chefferies ne peuvent pas s'organiser d'elles-mêmes. Cela est tout à fait structurel. Est-ce que vous pensez que le Moro Naba a autorité de parler au Yatenga? Vous pensez qu'il a autorité à parler à Tenkorogo? Il a autorité à parler dans le Bousma? Non. Vous savez très bien comment les royaumes sont. Et ça, ce ne sont que les royaumes mossés. Quelle autorité il a à parler à Fada? Quelle autorité il a à parler au canton de Djilasoba? Aucune. Mais professeur, sans vous couper, en 1932, lorsque ce pays a été partitionné et distribué aux autres pays de la sous-région, le Naba Saga a pris ses responsabilités et a démarché tous les autres chefs. C'est vrai qu'on n'était pas dans un État moderne, indépendant comme nous le sommes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'absence de leadership justement qui explique qu'on ne puisse pas s'organiser et se retrouver au plus haut sommet de notre chefferie pour résoudre un certain nombre de problèmes? Ce n'est pas l'absence de leadership. C'est les 60 années que nous avons passées à détricoter la chefferie. Les pouvoirs modernes ont utilisé toutes leurs capacités à détricoter la chefferie. Et si la chefferie a survécu, ce n'est pas parce que la gouvernance moderne la voulait. C'est parce qu'elle a une capacité de résilience. Donc c'est vous dire, ce que vous voyez aujourd'hui comme chefferie, c'est le combat d'une résistance et les gens sont plutôt recroquevillés pour ne pas disparaître plutôt que de s'épanouir. Donc c'est pourquoi, si par exemple des chefs se lèvent et veulent mobiliser, si les politiques disent qu'ils veulent faire un coup d'État, vous dites quoi?
Les chefferies sont aujourd'hui dans l'informel. Au nom de quoi vous allez appeler les gens et avec quels moyens? Pourtant, quand il y a péril à la demeure, on va vers eux. Voilà. Ça dit qu'ils ont une certaine légitimité sociale. C'est cela notre paradoxe. C'est le paradoxe de l'Africain. Quand tout va bien, on jette tout ce qui est de nos traditions. C'est un peu que quand la situation est dangereuse, c'est à ce moment-là on va dans les bois sacrés. Mais quand tout va bien, on est à l'église, on est au temple, on est à la mosquée. Ça va bien. Mais quand ça ne va pas, c'est à minuit là, on va dans les bois sacrés aller voir le féticheur au fond de son trou. Mais c'est ça notre complexe du colonisé. Qu'il faut surmonter. Oui, juge Vara. Oui, mais en même temps aussi, il y a cet apport-là, mais il y en a qui ont une autre perception des choses. Ils peuvent ne pas être nombreux, ils peuvent peut-être se tromper, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. C'est vrai qu'ils apportent du positif lorsqu'on est en crise, mais qui quelquefois aussi se mêle tant aux politiques qu'il fait partie de la crise, même dans des désignations, certains disent souvent, on ne sait pas, on n'a pas vraiment les preuves, que quelquefois ça se décide aussi dans des palais du royaume. Et là, ça devient problématique. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? De mon point de vue, non. D'accord. Dans tous les pays du monde, ça fonctionne comme ça. Dans toutes les républiques du monde, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours des lobbies quelque part. Ce qui, par contre, qu'il faut combattre, c'est l'intrusion de la chefferie dans la politique partisane. Vous prenez par exemple en Angleterre, c'est vrai que c'est des Royaumes-Unis, vous pensez qu'on peut faire la politique sans se référer à la Chambre des Lords? Non. La Chambre des Lords est là. Elle a son mot à dire. Ce sont les anciens rois, les anciens ducs, mais ils ont leur mot à dire. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut sortir les chefferies du Burkina de la politique, qu'on leur crée leur chambre et qu'on les consulte. Et comme ça, ils ont leur mot à dire, mais ils n'ont pas besoin de rentrer dans un tel parti pour être, je sais pas, député, pour être conseiller, pour être maire. Non. Au Ghana, quand vous êtes chef, si un jour on vous voit à un meeting, on vous débarque. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui. C'est à ça que devait servir le statut de la chefferie traditionnelle. Vous avez d'ailleurs réaffirmé ce principe lors de l'Assemblée générale de votre association, l'association Racine, qui a estimé le 18 juillet 2021 que, je cite, il faut sortir la chefferie traditionnelle coutumière du champ de la politique partisane et politicienne. Fin de citation. Alors, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, on s'en rapproche ou vous pensez qu'on en est toujours loin? Bon, comme en ce moment, comment dirais-je, l'hivernage, la politique est un peu en stand-by, on ne sent pas trop. Les chefs aussi, comme il n'y a plus de meetings, on ne les voit pas trop, même si à travers certaines OSC, on les voit encore frétiller. Mais je pense que quelque part, il faut attendre le retour de la politique pour voir si... Mais je ne suis pas sûr que les choses vont changer. Tel que c'est parti, sauf s'il y a des changements structurels tels qu'on veut les faire au niveau de la politique, sauf si cela est fait. Mais si cela reste en l'état, si on n'adopte pas le statut de la chefferie, rien ne peut obliger un chef à ne pas faire la politique parce que c'est un citoyen comme vous et moi. C'est un citoyen à part entière, rien ne peut l'empêcher de rentrer dans l'arène politique aujourd'hui. Il faut donc travailler à mettre en place ce statut afin que le chef traditionnel soit consulté sur les grandes questions et ait son mot à dire dans la marche de la nation. Et également dans la situation que nous impose aujourd'hui l'insécurité grandissante et l'incivisme, le patriotisme étant brandi comme l'étendard qu'on doit donc hisser.
alors que chacun la tire de son côté. C'était la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui s'est penchée sur la citoyenneté responsable et le statut des chefs traditionnels avec les éclairages de Albert Ouedraogo, secrétaire général de l'association Racine. Merci d'avoir honoré notre convocation. Je vous en prie. Merci. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui, juge Geoffroy Barra, merci. Merci. Merci au juge Inoussa Ouedraogo. Merci. Et merci également aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.